Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane, votre nouvelle émission politique pour les législatives, l'émission Réponse, parce que nous attendons des réponses concrètes, bien sûr, de nos 5 candidats pour ce deuxième débat. Farouk, bonsoir. Bonsoir Gilles et rebonsoir à nos téléspectateurs. Tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Le tirage au sort a désigné les candidats pour ce second débat. J'ai nommé M. Michel Kouami, divers droite soutenu par les Républicains. Bonsoir. Bonsoir, M. Farouk Amri. Madame Joëlle Prévost-Madère pour La République En Marche. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Armand Achille, candidat anticolonialiste, il insiste. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Gabriel Serville pour le PSG. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et Monsieur Silvio Létard pour la Digue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, donc bienvenue dans votre émission pour les législatives et j'espère que ce débat permettra donc à tous les téléspectateurs qui sont des électeurs, ils pourront choisir en leur âme et conscience, et souvent d'ailleurs ce que les candidats disent. On va apprendre à vous connaître et connaître votre posture en tant que futur député ou encore député pour Monsieur Gabriel Serville. On rentre dans le vif du sujet. Allons-y. On attaque directement avec cette première question. Lors du mouvement social, les élus ont été disqualifiés, c'est ce qu'on a entendu. Pourquoi aujourd'hui, vous voulez être élu malgré tout? La première question pour vous, Michel Kouami. Alors, je crois que cette disqualification, elle est avérée. Je l'ai vécue de l'intérieur. Pour ne rien vous cacher, j'ai vu comment les tenants de cette manifestation, de ce mouvement, ont indiqué aux élus, écoutez, ça fait des années et des années que vous êtes présents à prétendre lutter, vous n'y arrivez pas, on va faire le job. Je ne suis qu'un élu de 2014, donc je ne me suis pas tellement senti concerné par cette première salve, même si on peut faire preuve de solidarité, mais enfin, on sentait bien à qui cela s'adressait. Donc j'ai considéré qu'il y avait du vrai, il faut reconnaître cela, il faut faire son mea culpa. Il y a du vrai dans ce message. Et aujourd'hui, la classe politique guyanaise doit faire son examen de conscience et dire, voilà, nous n'avons pas fait le job. Nous n'avons pas fait le job. Il faut que d'autres méthodes s'appliquent à la politique guyanaise. Et je pense pouvoir incarner aussi avec d'autres, avec ces jeunes qui se sont manifestés, ces autres manières de faire de la politique et de concevoir les objectifs pour la Guyane. Très bien. La même question pour vous, Joëlle Prévost-Madère. Pour quelle raison, comment j'accepte le fait que la population ait pu dire que les élus doivent sortir? Cela vient d'être dit et reconnu. Je reviens moi sur les 2012. En 2012, vous le savez, j'ai fait acte de candidature et j'attirais déjà l'attention de la population sur les risques que l'on encourait, sur la situation dégradée de ce territoire, la situation socio-économique. Et je disais bien qu'il fallait que nous puissions agir, qu'il fallait que nous puissions travailler au dossier de ce territoire. Et surtout, il était impératif que l'on agisse pour toutes ces jeunesses qui existent et qui représentent quand même 45% de la population. Cette jeunesse à qui on n'offre aucune perspective d'avenir. Il y a eu un vote, il y a eu un choix qui a été fait et au bout des 5 ans, je m'aperçois qu'on peut de nouveau porter faire les mêmes constats, de nouveau constater que la situation ne s'est absolument pas améliorée et que, par contre, l'insécurité s'est installée partout sur le territoire. Et quand je parle d'insécurité, je ne parle pas que de l'insécurité physique, je parle de l'insécurité dans tous les domaines. D'où la population a jugé et a décidé, les élus n'avaient pas fait le job, comme vient de le dire monsieur. Très bien. Armand Achille. Les élus n'ont pas fait le job. Moi, je pense que le peuple a exprimé le fait que les élus ont trahi la confiance. Ah, vous allez plus loin, vous dites trahi. Qu'ils avaient reçue. Parce qu'ils se rendent compte, depuis un certain nombre de temps, il y a des relations qui se sont instituées entre nos élus guyanais, pour lesquels nous avons voté, et le gouvernement français, quel qu'il soit.
Et ces relations sont instituées sur la base de ce que j'appelle moi le syndrome du larbin. C'est-à-dire, les élus, ils ont peut-être conscience, ou ils le font inconsciemment, qu'en Guyane, il y a 4 parlementaires, et notamment 4 députés de la Guyane, qui ont disparu dans des circonstances qu'on peut mettre entre guillemets douteuses. Il s'agit de Jean Galmo, M. Jaffar, M. Justin Kataye et M. Élie Castor. C'est un fait. Et je pense que notre classe politique traditionnelle a intégré ce fait-là. Et ils ont disparu dans des conditions douteuses parce qu'à un moment donné de leur parcours politique, ils se sont mis en face de l'État français et ils ont dit non parce que le peuple guyanais ne veut pas ça. Et à partir de ce constat-là, les élus qui ont pris la suite se sont mis dans une position de soumission vis-à-vis de l'État français et ne négocient pas. Vous mettez tout le monde dans le même sac? Mais la situation de la Guyane, Continuez. la situation de la Guyane l'explique. Parce que l'expression de la trahison de cette confiance, c'est que le peuple à la base, le citoyen de base, ne comprend pas comment un pays avec autant de potentiel que la Guyane peut se retrouver dans des difficultés aussi importantes. Et lorsqu'on disait, vous pourrez y revenir, ne vous inquiétez pas. Lorsqu'on disait tout est au rouge sauf le spatial, ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent marcher en Guyane. Mais les choses qui marchent en Guyane ne profitent pas à la Guyane. Très bien, c'est désespérant. Très bien, Armand Achille. Alors, vous connaissez le système des débats. Attention à votre temps de parole je n'ai pas été plus long équilibré. sur l'introduction que les autres, je pense. Gabriel Serville, déjà 3 candidats qui ont tenu quand même des propos assez durs à votre égard. On vous écoute. À mon égard, je n'en suis pas convaincu, puisque mon nom n'a pas été prononcé. C'est tant mieux. Je crois que à un moment donné, il faut dire la vérité. Même, hein. Non, mais je ne vais pas retenir ce terme-là. Il faut dire la vérité à la population. J'ai toujours expliqué que nous ne sommes que 2 députés à l'Assemblée nationale et 2 sénateurs au Sénat. J'ai expliqué que les députés ont beaucoup travaillé. Et je voudrais, à ce titre-là, rendre honneur à ceux qui m'ont précédé à ce poste, qui ont fait un travail considérable et dans des conditions difficiles, des conditions financières, budgétaires difficiles, mais aussi dans un contexte où la parole de la Guyane n'était pas toujours entendue. Alors aujourd'hui, on va accuser les élus de tous les maux de la planète. J'en suis tout à fait conscient. Mais je prendrai le temps, encore une fois, de faire un petit travail de pédagogie afin d'expliquer à notre population guyanaise qu'il y a un triptyque de responsabilités dont on ne pourra pas échapper. J'ai souvent dit que les élus ont leur part de responsabilité et je considère qu'ils l'ont clairement assumé. J'ai aussi dit que les services déconcentrés de l'État ont une part de responsabilité qui n'a pas toujours été assumée. Parce que lorsque les lois sont votées au Parlement, elles redescendent en direction du territoire. Et c'est là où il s'agit de demander aux services de l'État de les prendre en considération pour les mettre en musique. À ce niveau-là, je crois qu'il y aurait beaucoup à redire et je suis prêt à faire des témoignages. Le 3e élément de mon triptyque de responsabilité, c'est la population. Et j'ai souvent expliqué que l'État n'a pas d'amis, que l'État ne fait de cadeaux à personne, pas plus aux Guyanais qu'aux Martiniquais ou Guadeloupéens, qu'à ceux qui sont dans la Creuse ou dans le Var. Et qu'il fallait pouvoir établir avec l'État un vrai rapport de force pour pouvoir faire entendre la voix de la base. Et donc, à partir de l'instant où je l'ai dit, à partir de l'instant où je l'ai décrit, de considérer que la population est montée au créneau pour se faire entendre aux côtés de ses élus, j'ai trouvé ça comme étant une démarche tout à fait normale et naturelle. Donc, je puis vous rassurer, à aucun moment, je ne me suis senti disqualifié par ce qui s'est passé en mars et en avril 2017. Pour vous, vous avez fait le job. Ma présence, d'ailleurs, l'a bien signifié. Pour vous, vous avez fait le job. Sylvie Oletta. Mais écoutez, je serai, je pense, plus clair sur cette question, puisque dès le premier jour de ce mouvement social qui a paralysé quand même la Guyane avec les conséquences qu'on connaît, sans garantie, sans certitude de récupérer quelques miettes, même si c'est 1 milliard, j'ai fait un communiqué de presse demandant la démission des élus. J'ai été formel là-dessus, c'est-à-dire dès le premier jour, bien avant, il faut que la population sache que nos élus de Guyane ne répondent pas à leurs besoins, ne répondent pas à leurs aspirations. Pas que c'est un problème, il ne faut pas confondre
le discours politique, c'est-à-dire qu'il doit répondre à une aspiration de la population, de ses besoins, de la Guyane également, avec l'amitié. Monsieur Serville, c'est un ami de classe, mais aujourd'hui, je lui dis en face, Monsieur Serville, vous avez failli, vous avez échoué. Mais pas parce que je ne vous aime pas, Monsieur Serville, simplement que c'est une réalité politique. Très bien. Allez, rentrons dans le vif du sujet avec des questions qui, je l'espère, vous permettront et permettront aux électeurs de vous différencier. Il y a quelque temps de ça, sur votre circonscription, un projet d'extraction minière ACO a été annulé. En lieu et place, un grand projet environnemental avait été proposé avec des dizaines d'emplois à la clé. Une fois de plus, en Guyane, ce projet est tombé à l'eau. Alors, question, êtes-vous favorable à un projet d'extraction minière ACO? Je ne parle pas de la Montagne d'Or. Et sinon, que proposez-vous pour dynamiser l'emploi pour notre jeunesse? Michel Kwami, vous êtes le maire de Regina. Qu'on arrête avec les fausses promesses. Absolument. Alors, j'ai pris l'habitude dans cette campagne de répondre à la question de la montagne d'argent qui est plus d'actualité, mais je tiendrai exactement la même position pour Co. Je crois qu'il n'y a pas de raison que cette ressource ne soit pas exploitée. Alors, lorsque l'on essaie de décrypter quelle est la philosophie économique ou la doctrine politique qui sévit, qui est privilégiée en France, et qui s'applique ici, on s'aperçoit que, spécialement pour la Guyane, c'est la question de l'écologie, de la biodiversité, et que cette matière-là, avec ce que l'on a connu de la COP 21, des accords de Paris, a pris le pas un petit peu sur tout le reste. Et on a considéré que la Guyane devait apporter ce très lourd tribut à cette contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. On a considéré que nous devions, en matière de... vous savez, l'estimation de taux de carbone dégagé dans l'atmosphère, eh bien que nous devions, nous, spécialement la Guyane, payer ce lourd tribut. Alors ce que je dis, c'est qu'il y a une charge écologique à assumer par la nation, et nous ne devrions pas être ceux sur qui pèse très exclusivement cette charge. Les mouvements sociaux nous ont montré que nous étions déjà en déficit en termes de niveau économique, en termes de développement économique. Nous disons, nous, dans notre parti, que l'égalité voudrait que nous ayons un seuil de développement comparable à la métropole. Et que dire que nous devrions rester sous cloche, ce n'est pas bon. Rester sous cloche, ce n'est pas bon, parce que ce sont les hommes qui souffrent. Je dis toujours que c'est vrai. Il y a des petites grenouilles. Vous êtes favorable. Je suis favorable et j'ai essayé d'expliquer dans quel contexte cet avis se posait. Joël Prévost-Madère, c'est vrai que c'est une question brûlante à tel point, Farouk Amri, que certains ont fait marche arrière, certains changent d'avis. On pourra y revenir pour d'autres débats. Joël Prévost-Madère, sur cette question plutôt brûlante. Écoutez, déjà, il faut bien rester sur l'idée qu'aucun territoire, aucune région, aucun pays ne se développe s'il n'y a pas de développement économique. L'économie est quand même la locomotive qui permet d'acquérir un certain bien-être et de permettre à tout un chacun sur son territoire de construire sa vie. D'accord ? Sauf que on peut constater que sur ce type de projet, il y a systématiquement une opposition. D'un côté, ceux qui sont favorables par rapport aux potentialités de création d'emplois. D'autre côté, vous avez ceux qui parlent surtout de la protection de l'environnement. J'aime à dire qu'il est absolument nécessaire d'harmoniser la protection de l'environnement et l'activité humaine. Parce qu'on n'y arrivera pas, parce qu'on n'offrira aucune perspective d'avenir à, encore une fois, j'insiste et je persiste, à toutes ces personnes qui ont moins de 20 ans sur ce territoire et qui sont appelés à se développer. Donc on ne peut pas vivre que sur le spatial, donc vous êtes c'est impossible. Attention. Toutefois, par rapport à justement cette dualité, on s'aperçoit aussi qu'il y a des positions parfois de posture. On suit un mouvement, une décision, ben oui, moi, c'est plutôt la protection de l'environnement, mais sans avoir tous les tenants et aboutissants de part et d'autre. Si je prends l'exemple, vous avez parlé de l'Est, mais pour l'instant, l'exemple qui est concret, c'est celui de la Montagne d'Or. Vous devez savoir que dans le cadre de ce grand projet, il est
acté qu'il doit y avoir obligatoirement un débat populaire. Ce débat populaire doit se faire avant donc, la consultation, entre guillemets, donc, au cours de laquelle chacun doit donner son avis. Il faut continuer à débattre. Mais ce débat doit servir à quoi? À ce que chacun puisse exposer les tenants et aboutissants pour que chacun puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. S'il y a 50-50, comment vous faites? S'il y a autant de posants... Réponse courte pour ne pas exploser votre temps, pour ne pas dépasser. Mais par la suite, je vous signale ça, on parle du débat, là on ne parle pas de vote. Ensuite, il y a effectivement... En tant que député, on va vous demander votre avis. Absolument, mais ce qui est essentiel, c'est que par la suite, et cela a déjà été proposé, par la suite, il y ait ensuite un référendum. C'est la population. Il s'agit d'un projet territorial. On ne peut pas concevoir que ce soit juste quelques personnes. Gardez du temps pour tout à l'heure. On a bien compris le message. Et c'est ça qui est important, c'est de bien comprendre le message des candidats. Armand Achille, sur la même question, vous êtes bien placé. Oui. Moi, je me considère, sans fausse modestie, comme un expert guyanais de la question minière et plus particulièrement du secteur aurifère. J'étais un des membres fondateurs de la FEDOMG au moment où il s'agissait de faire l'union entre les opérateurs miniers guyanais, puisqu'il y avait 4 ou 5 syndicats, ceux de l'Ouest, ceux de Maripa-Soulas, et il y en avait deux à Cayenne. Et à ce titre, j'ai suivi au fur et à mesure la politique minière de la France. Et la France a des intérêts en Guyane, s'agissant de l'activité minière, qui sont contraires, comme dans beaucoup de secteurs, aux intérêts de la Guyane. La France a fait un inventaire minier en Guyane de 1975 à 1995, pendant 20 ans. Et cet inventaire minier a coûté la somme de 300 millions de francs à l'époque, on était en 1975, donc c'est environ 42 millions d'euros, si j'arrive à faire la transaction. Sinon, vous avez perdu du temps. Et pourquoi je dis ça? Parce que, comme l'a dit Mme Prévost-Madère, on oppose la protection de l'environnement au développement de l'activité minière. Mais le problème, il est en amont. Le sol, le sous-sol appartiennent légitimement au peuple guyanais. Et il doit y avoir exploitation ou protection, ce sont les Guyanais, à travers leurs représentants, qui doivent décider des modalités de protection et de développement. S'agissant de la montagne... Et en 20 secondes, pour garder du temps. Le débat est ouvert. Oui, je sais bien. Mais je vais essayer de faire moins court que Mme Madère Prévost. S'agissant de Cancaïman, c'est le fait du prince qui a empêché l'aboutissement de ce projet. M. Sarkozy a décidé à lui seul, alors que le dossier avait passé tous les méandres de l'administration française et on avait même rajouté une inspection interministérielle. Il est venu à la Chambre de commerce, il a dit qu'il prend sur son fait, parce qu'il était en campagne électorale et le mouvement écologique était en vent en France, d'abandonner le projet Cancaïman. Aujourd'hui, il y a 60 tonnes d'or avérées qui sont présents là. Et comme l'a dit M. Farid Kamout, ce n'est pas une dizaine d'emplois qu'on nous avait promis pour la biodiversité, mais c'est bien des centaines d'emplois. Et aujourd'hui, on n'a ni l'un ni l'autre. Et le pire, et je conclue sur ça, M. Vernet, on nous a vendu le parc amazonien en nous disant que ça va protéger l'environnement et que ça va éradiquer l'orpaillage clandestin. Aujourd'hui, on n'a ni la protection de l'environnement, mais on continue tous les jours à piller nos ressources. Merci Armand Achille, attention à votre temps, s'il vous plaît. Après vous n'aurez pas assez de temps pour tout à l'heure. Très long par rapport aux Allez, Gabriel Serville. Non, je rappelle que le rôle du député, c'est bien de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Alors je ne peux pas venir ce soir dire voilà ce que je vais faire par anticipation, même si en tant qu'individu, en tant que citoyen, je peux me permettre d'avoir un avis assez avisé sur la question. C'est ce qu'on attend de vous. J'ai clairement expliqué, et j'espère que M. Armand Achille pourra me permettre de profiter de son niveau d'expertise si jamais la population me fait confiance pour remplir sur le poste de député, en disant que
il faut que le député soit à l'écoute de la population. Il faut qu'il soit à l'écoute de celles et ceux qui font battre le cœur de la Guyane. Dans ce cas d'espèce, je crois qu'il est nécessaire, et c'est prévu par la loi, qu'il y ait une vaste consultation populaire, que l'on mette autour de la table tous les experts qui maîtrisent ce domaine de compétences. Et le rôle du député, qui est censé représenter sa circonscription, quand même ce n'est pas un mandat impératif, ça sera justement d'aller à Paris pour dire au gouvernement: voici ce qu'est le choix de la Guyane, voici ce qu'est le choix des Guyanais en la circonstance. Et donc, je ne peux pas anticiper sur ce que je vais avoir comme posture, parce qu'il se pourrait que ma posture personnelle soit radicalement opposée à la décision après, les électeurs qui vous regardent veulent connaître votre posture. C'est ça qui vous intéresse. Je l'ai dit, le premier élément que je veux protéger dans mon biotope, c'est l'homme. Il faut bien mesurer les impacts sur l'environnement, mais il faut bien aussi considérer que les 23% de chômage qu'il y a en Guyane nécessitent que nous prenions des décisions pour créer l'activité. À travers la mine, on peut et on doit pouvoir créer de l'activité. Seulement, cela ne peut pas se faire n'importe comment et dans n'importe quel cadre. Donc oui, mais attention à l'environnement. Personnellement, je vais pousser le projet, mais je dis attention à ne pas faire n'importe quoi. Et pour cela, il faudra qu'on s'entoure des avis des experts, dont M. Armand Achille fait partie effectivement. Très bien. La même question pour vous, Silvio Létard. Oui, j'aimerais que les téléspectateurs de la première circonscription et de la Guyane tout entière se posent une seule question. Comment se fait-il que pour avoir des billets de banque, il faut de l'or? Comment se fait-il que la Guyane... Pour avoir des billets de banque, vous dites qu'il faut de l'or. Il faut de l'or en banque. Il faut une contrepartie, ce qu'on appelle la devise. Très bien. Comment se fait-il que la Guyane est aussi riche? Les experts disent que c'est le pays le plus riche autorifère. Ils vous disent qu'on commence à trouver de l'or à partir de 700 mètres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore de l'or. Et comment se fait-il que nous n'ayons pas de billets de banque? Comment se fait-il que nous soyons pauvres? Donc, cette question, elle est fondamentale. Je voudrais que les téléspectateurs réfléchissent à cette question. Moi, pour ma part, je suis favorable à l'extraction de l'or. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'argent. Donc, lorsqu'on a besoin de billets de banque, il faut de... Parce que je rappelle quand même que après la dernière guerre mondiale, la France est empressée quand même de venir prendre toute l'or de la banque de la Guyane pour mettre dans la Banque de France. Donc, ça veut dire que la France sait qu'elle a besoin d'or. Bien sûr, elle laisse ça sous cloche, mais ce n'est pas normal. Par contre, même si nous sommes tous là favorables à l'or... Oui, vous êtes tous favorables. Favorables à l'or, il faut que je rappelle à la population aussi que attention aux mots, pas favorable à l'or, favorable au projet minier. Moi, je suis favorable à l'exploitation de l'or. Mais je peux rappeler à la population que tout ça, ce sont des vœux pieux, parce que nous n'avons pas ce pouvoir. Ce pouvoir d'extraire l'or, nous ne l'avons pas. Tant que nous n'allons pas changer le modèle économique, surtout le cadre institutionnel, nous ne pourrons pas extraire pas un gramme d'or officiel. Alors, on va passer à une autre question, mais alors donc pour être très concret, de façon formelle et positive, M. Kwame, M. Achille, M. Létard, sur cette question, là, il y a peut-être une prudence en disant on va d'abord interroger la population. Voilà, d'accord. C'est essentiel. Non, mais c'est que les téléspectateurs sachent. Voilà. Sylvio Létard n'est pas d'accord. Non. Écoutez, il faut qu'on soit sérieux. La Guyane n'a pas de ressources propres aujourd'hui. Il faut quand même qu'elle trouve des ressources quelque part. Donc vous ne demandez pas, si vous êtes député, vous vous battez, vous faites. Il faut, mais faire oui, mais c'est pas possible de faire aujourd'hui. Donc non, mais il a déjà je pense que lorsque ces projets-là sont mis sur la table, il y a des facteurs bloquants qui sont présentés, mais on sent qu'ils sont présentés parce qu'il y a comme une forme d'idéologie, une espèce de dogme qui veut que l'on... après, les justifications sont toujours présentées. J'ai vu qu'il y avait hors de question, par exemple, ce mouvement hors de question qui milite bec et ongle pour qu'il n'y ait pas d'extraction aurifère. Donc il y a un jeu de lobby aussi qui vient servir aussi de force bloquante. Alors il faut une méthodologie. C'est le rôle d'un parlementaire. Il faut une méthodologie un petit peu démocratique. Observer les facteurs bloquants, et quand il y a des facteurs bloquants, je rejoins ce qu'a dit Madame Prévost, je l'ai indiqué ce matin sur Radio Pays, qu'un référendum soit le juge de paix, que l'on dise voilà. La population va, comme on l'a fait un petit peu dans Notre-Dame-des-Landes à Nantes pour l'implantation de cet aéroport. Ça soulève des difficultés,
mais on peut dire que la population a choisi. Allez-y, Armand. Je veux dire un mot sur cette question-là. Allez-y, c'est un débat, on y va. Hein. En fin de compte, ce qu'il faut changer, c'est la façon dont les choses s'organisent. Aujourd'hui, les Guyanais doivent s'exprimer et donner leur avis sur des choix qui ont été faits à Paris. Et ce n'est pas acceptable. Parce que les conséquences, et la plupart du temps, elles sont négatives. Elles sont pour nous. Et les profits sont pour la France. Donc moi, ce que je dis, il faut mettre en place très rapidement le projet guyanais qui prévoit que ce soit la collectivité territoriale de Guyane, que moi j'appelle autonome, en charge de la gestion des ressources locales. Comme ça, dès l'amorce du projet, que ce soit pour le pétrole, pour l'or, pour le colombo-tantalite, pour la bauxite, c'est déjà trop tard puisque ça ne vaut plus rien. Les Guyanais seront dès le départ associés aux discussions. Parce qu'on va continuer. La question qui suit, vous n'aurez pas assez de temps, et elle est importante. Et je conclue sur ça, parce qu'on va continuer éternellement à s'exprimer sur des choix qui sont faits par d'autres et à se chamailler entre nous. Très bien, messieurs, dames, la prochaine question, bien sûr qu'elle est capitale également. Les parlementaires de Guyane ont fait unanimement un référé pour que soient débloqués 20 millions pour l'hôpital de Cayenne. Est-ce qu'un parlementaire guyanais est obligé de passer par la justice pour qu'un accord soit respecté? C'est la question qu'on vous pose. Michel Kwami. Alors, j'ai contesté, je suis allé un petit peu plus loin que vous sur la question en disant que je conteste formellement cette action, puisqu'elle est conduite dans un climat, dans un but, dans un contexte électoral. Alors M. Serville est à l'initiative de cette action, mais M. Serville est candidat. Et M. Serville, si l'on reprend la mécanique, ce montage-là, c'est de la récupération, c'est ce que j'ai indiqué également. Pourquoi? Parce qu'en menant l'action, il a le soutien de la CTG, il a le soutien de l'Association des maires. Il a ainsi, par rapport aux autres candidats ici présents, des soutiens pour la conduite d'une action qui peut être analysée comme une propagande électorale. C'est prohibé par le code électoral, c'est simplement prohibé. C'est l'aide de personnes morales qu'il obtient ainsi. Ce n'est pas acceptable. Vous ne le voyez pas comme le député toujours présent? Je le vois comme député toujours présent, mais je le vois aussi, et aujourd'hui je le vois surtout, comme un candidat à côté d'autres candidats. Donc vous voyez, et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas une invention. Vous verrez que la commission de contrôle des comptes de campagne réintégrera les coûts de cette action judiciaire. Lorsque Maître Taoumi, cet excellent avocat, qui est aussi l'avocat de la commune de Matoury, vient sur le plateau, à côté de Dimitri Gouard, pour dire que voilà, M. Serville a engagé une action, il ne fait que nuire à l'exposé du programme d'un candidat. Donc il altère, si vous voulez, il pourra répondre. le déroulement même de la campagne. Donc c'est une perturbation apportée au déroulement et qui nuit à tous les candidats. Et tous les candidats ici présents devraient me rejoindre dans cette analyse. Très bien. Ou Gabriel Serville répond tout à l'heure, ou bien on passe à Géol Prévost-Madère. Allez-y, Géol Prévost-Madère. Je partage l'analyse tout d'abord, mais je rajouterai également que me semble que M. Serville est encore député et qu'il pouvait aller donc, auprès du gouvernement pour réclamer directement cette somme. Alors ce ne sont pas les 20 millions puisque 6 millions étaient versés, donc il manque 14 millions, le versement des 14 autres millions, avant d'arriver à cette action que l'on peut considérer comme une action pour en profiter dans le cadre d'une campagne Donc un parlementaire guyanais n'a pas besoin, en principe, de passer par la justice pour obtenir... C'est pas qu'il n'ait pas besoin. Avant de passer par la justice, on est encore député. En tant que député, on se déplace et on va auprès du ministère concerné pour poser des questions et pour solliciter le versement. Pour quelle raison le versement n'a pas encore été fait? Je dirais même qu'il y a... Allez-y, c'est un débat. Allez-y. Attention à votre temps de parole. Il y a une question qui se pose, c'est celle de l'annulation de l'élection. La manière dont cette action, par son Vous êtes en train de dire que Gabriel Serville est en danger, là, en faisant ce qu'il a fait. Par l'ampleur de cette action-là, il compromet l'élection.
Et vous êtes juriste, hein, c'est pour ça que c'est grave. Vous êtes responsable de vos propos. C'est pour ça que je me permettais de le dire, et cela s'appuie sur une disposition très précise du Code électoral, article 52-8. Gabriel Serville, récupération politique et vous êtes en danger. Gabriel Serville et ensuite Armand Achille. Parce qu'il devra répondre à ce que je vais dire. Donc je prends la parole avant. Allez-y, Armand Achille. Obligé de répondre à Allez-y. Moi, lorsque j'ai entendu ça, ça m'a fait rappeler deux choses. Premièrement, nous sommes tous candidats à la députation, mais nous ne sommes pas tous au même niveau. Monsieur Gabriel Serville, comme les autres parlementaires français, notamment les autres députés, a bénéficié pendant 5 ans d'environ 120 000 euros par an de réserve parlementaire. Ça fait 700 000 euros qu'il utilise à sa guise, qu'il distribue à sa guise. Bon, la loi le prévoit. Oui, mais voilà, c'est un privilège que les parlementaires se sont accordés et ça lui permet de faire campagne, de faire du clientélisme, parce qu'on donne aux clubs de football, on donne à un tel, c'est la loi. Mais c'est la loi le prévoit. Parce qu'il a une avance budgétaire de 700 000 euros sur l'ensemble des autres candidats. Moi, si on me donne aujourd'hui un budget de 700 000 euros, je vous garantis qu'à la prochaine mandature, je suis élu député vous avez de l'avance au premier tour. Je sais bien. Est-ce que vous avez une question? Allez-y, directement. La deuxième chose. Pas la deuxième chose, la question. Non, la deuxième chose, et c'est la question. Monsieur Kwame a parlé de Maître Taoumi. Oui. C'est bien ça? Oui. Bon, c'est pas un avocat, c'est un magicien. Parce que lors de la précédente élection, la Commission nationale de contrôle des comptes a donné 5 motifs de rejet des comptes. Et dont les 2 plus importants sont en fait que M. Serville avait présenté des comptes déséquilibrés. Qui plus est, il avait fait un emprunt à l'Assemblée nationale à un taux incomparable pour combler le déséquilibre. Vous n'aurez plus de temps. Et lorsqu'il est arrivé, mais je parle moins que les autres et j'ai jamais le temps. Vous n'aurez plus de temps. Allez-y. Et lorsqu'il est arrivé devant la juridiction concernée, très bien, on a considéré que ces motifs-là ne faisaient pas question d'inéligibilité. Donc, lorsque M. Kwame, qui est un juriste professionnel, dit que normalement, par rapport à ce référé-là, l'élection est mise en cause, il connaît mal les talents de M. Taoumi, qui est un véritable... Gabriel Serville, à vous de répondre. Mais je vais vous dire, messieurs, madame, je suis vraiment stupéfait par ce que j'entends ici ce soir. C'est des faits. Je suis stupéfait. Mais c'est des faits, vous êtes stupéfait par les faits. Vous avez des grévistes qui sont à leur 64e jour de grève. Vous avez un hôpital qui a fait l'objet d'un rapport de l'IGAS, avec un contenu qui décrit une situation catastrophique. Vous avez un hôpital dont les fournisseurs de réactifs et de médicaments refusent de fournir les réactifs et les médicaments. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont malades aujourd'hui qu'on n'est pas en capacité de soigner parce que l'hôpital n'a pas d'argent, parce que l'hôpital a des problèmes de trésorerie. Et vous auriez souhaité que M. Serville, député, parce que je n'ai pas fait le référé provision en ma qualité de candidat à une élection, je l'ai introduit ce référé en ma qualité de député. Et je rappellerai à M. Kwame, qui est un juriste, que je suis député de la première circonscription jusqu'au 17 juin. C'est-à-dire que jusqu'à cette date, la liberté de droit me permet d'agir et d'agir en qualité de député. Et personne ne pourra m'enlever cette prérogative. Alors vous auriez préféré que je laisse mourir les Guyanais, que je ne me préoccupe pas de ces problèmes de santé, alors que dans ce protocole que nous avons signé le 21 avril, il a été clairement dit on exige une dotation d'urgence de 20 millions pour le centre hospitalier André Rosemont. Lorsque l'on constate que plus d'1 mois après, on n'a pas perçu le moindre centime de ces 20 millions, eh bien, il est de mon devoir de réagir parce que je ne peux pas rigoler avec la santé des habitants de mon pays. Pour équilibrer, je suis encore désolé sur les 6 millions annoncés par cette circulaire de la Direction générale de l'organisation des soins, il n'y a pas un centime qui serait déjà arrivé sur le compte du char. Alors de grâce, évitant de se faire de faux procès, je pense que la population prendra acte de ce qui se dit ce soir sur ce plateau pour bien comprendre quels sont les candidats qui sont prêts à s'investir, qui sont prêts à s'engager pour faire en sorte que la Guyane relève la tête parce qu'on aura réussi à soigner les habitants de ce pays, et puis quels sont ceux qui, à la limite, s'en fichent pas mal. Très bien, Gabriel Serville. Je crois que la situation est vraiment inquiétante d'entendre ça de la part de candidats. Sylvio Létard, qui n'a pas beaucoup parlé. Ensuite, Michel Kwame et Joël Prévost. Oui, tout à fait. Moi dire que les grévistes sont là depuis plusieurs jours, je compatis. Je dis bravo à ces grévistes. Mais ce que M. Serville a oublié de dire, que ces grévistes font
une demande politique qu'il n'a pas fait depuis des années. Donc aujourd'hui, pendant la période électorale, venir faire de la prestidigitation, parce que pendant 5 ans, il n'a rien fait. Aujourd'hui, il pense à l'hôpital, il se réveille. C'est peut-être qu'il se soigne à Paris, mais comme beaucoup. Mais le problème de l'hôpital, c'est un problème politique, M. Serville. Et je pense que même si vous avez fait des interventions à l'Assemblée nationale, ces interventions ont échoué. Donc aujourd'hui, pendant que vous êtes candidat au même niveau que tout le monde, je pense que c'est indécent. Je vais vous laisser quelques exemplaires. J'ai écrit tout ce que j'ai fait à l'Assemblée, M. Kwame. C'est votre bilan là-dessus? J'ai tous les éléments d'information par lesquels je prenais le temps d'informer la population. Il y avait le papier, il y avait les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, mais ça n'a Twitter. Pas abouti, M. Serville. Non, mais vous dites que ça n'a pas abouti. Vous avez lu mes rapports, vous savez c'est quoi, vous savez ce qu'il y a dans mon bilan. Vous voulez dire, M. Serville, que les gens... Allez-y, Sylvie l'État. Vous voulez dire, M. Serville, que les agents de l'hôpital sont en grève depuis plusieurs jours, monsieur. Oui. Donc ça veut dire que c'est un constat d'échec. Pourquoi vous ne voulez pas être réaliste? Ce n'est pas de votre faute, parce que moi je vous dis, M. Serville, que le système mis en place par le gouvernement français depuis 30 ans ne nous permet pas d'avoir un hôpital serein. Il faut mettre en place une autre politique, c'est tout. Mais ça, il faut être honnête avec soi. Michel Kwame, vous pourrez répondre à Michel Kwame. Alors, et ensuite, vous avez ouvert... Et la question ensuite de... Oui, parce qu'on va poser une autre question. Oui, il y a une autre question. Vous avez ouvert le débat sur cette disqualification que peut connaître la classe politique. Et on a souligné qu'il y avait d'anciennes manières de faire de la politique. Et les manifestants, ceux qui ont été dans les collectifs, je pense à M. Mancé, je pense à M. Goudet, M. Achille, c'est ce noyau, M. Gouard aussi, tout ce noyau, Mme Prévost-Madère qui était aussi présente. Ces personnes ont initié, à mon avis, une certaine manière de revoir la politique et de ne pas, si vous voulez, faire preuve de cynisme. De dire, voilà, j'œuvre, tout le monde, ça saute aux yeux que cette action, elle est électoraliste. Et voilà qu'on y met, si vous voulez, un prétexte humaniste et humanitaire. C'est un mensonge pur et c'est du cynisme pur. C'est même machiavélique. Je n'en dirai pas plus. Très bien. Juste pour préciser que... Apparemment, vous faites de la politique autrement. D'après M. Kwame, allez-y. Lorsqu'il est dit que M. Serville dit que les fournisseurs refusent de livrer, c'est faux, parce qu'ils sont tenus par la loi de fournir les médicaments, même s'ils ne sont pas payés. J'ai un chef d'entreprise qui a un endettement de plus de 2 millions d'euros, parce que, justement, elle est obligée de fournir les médicaments. C'est une obligation et je comprends mal que M. Serville, qui pourtant est député, ne le sache pas. Ensuite, l'action a été faite pour que le versement des 14 millions manquants puisse donc être justement versé, donné, puisse se faire être réel. Sauf qu'il lie cette action au mouvement de grève actuel qui dure depuis plusieurs semaines, donc du personnel de l'hôpital. Et ces personnes mettent surtout en avant, non pas les 14 millions, ce qu'elles mettent en avant, c'est le besoin de personnel supplémentaire. Et le rapport qui a été fait, c'est bien ce qu'il décrit, justement. 30 secondes. Vous pourrez répondre après la question de Farouk, c'est un débat. Allez, 30 secondes, je compte. Allez-y, monsieur. L'UTG Charge-Santé, ça fait 20 ans que cette organisation syndicale mène un combat pour poser le problème de l'hôpital André Rosemont. La démonstration que M. Kwame a fait, c'est la réalité. Parce que M. Serville, il fait dans l'irresponsabilité politique et l'opportunisme. Parce que la première chose qu'il a déclarée lors du passage du ministre de la Santé, Mme Touraine, c'est de fermer l'hôpital. Sans proposer d'autres solutions à la population, sans proposer d'autres solutions à la population guyanaise. Mais de toute façon... Laissez-le répondre et ensuite Farouk Amri. Laissez-le répondre. Avant qu'il réponde. On a compris, c'est ça. Que je termine ma question. Et effectivement, tout le monde a vu, et je ne sais pas ce qui est le metteur en scène, que ces derniers jours, M. Serville est le grand défenseur de la question
sanitaire en Guyane qui fait consensus. On a compris. Gabriel Serville, une réponse courte et ensuite la prochaine question de Farouk. Monsieur Vernet, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre de manière courte par rapport à autant d'interpellations sur un sujet aussi important. Allez-y. Essayez de faire. Allez-y. Non, mais on le laisse exprimer. Laissez-moi le temps de m'exprimer, s'il vous plaît. Allez-y. Il y a eu un incendie à l'EHPAD qui a engendré le décès d'un pensionnaire. J'arrive sur place, je rencontre les 2 administrateurs provisoires, dont un me dit, si un incendie pareil s'était déclaré dans un autre service du char, on n'aurait pas eu à déplorer un mort, mais au moins une dizaine de morts. Et donc là, je rentre dans une colère folle, et ce jour-là, je dis effectivement que ce n'est pas normal, on ne peut pas continuer à accepter de telles lacunes dans un centre qui est prévu pour soigner. Et donc j'ai dit effectivement que si les choses devaient en rester là, eh bien peut-être qu'il faudrait que l'on pense à fermer ce centre hospitalier. Mais je l'ai dit dans un contexte. Laissez-moi m'exprimer. Monsieur Achille, je n'ai pas dit. Monsieur Achille, les mots ont un sens et il faut écouter ce que les gens disent. J'ai très clairement dit, si les choses devaient en rester en l'état, il faudrait peut-être penser à fermer le centre hospitalier. Je n'ai pas dit sur un temps péremptoire qu'il fallait le fermer. Après, il y a beaucoup de contre-vérités qui sont dites là ce soir. Je dis encore une fois, l'hôpital n'a reçu aucun euro sur les 6 millions qui avaient été programmés. Ces 20 millions prennent naissance dans le protocole de fait de grève. Je suis désolé, mais il faut que la population connaisse cette vérité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend. On est dans une situation d'urgence et on attend. Madame Prévost-Madère, je suis désolé, l'hôpital est en manque de médicaments et ça, c'est une réalité objective. Personne ne peut dire le contraire au moment où je vous parle. Si vous voulez rebondir sur le sujet. Je voudrais juste terminer en disant que lorsque ce syndicat a commencé son mouvement de protestation, j'ai été le premier élu à aller sur place pour me rendre compte de ce qui se passait. Je n'ai pas attendu que la chose explose pour arriver au stade Très bien, on a compris. On a compris, c'est important. Sylvie Létard, vous avez du temps. Oui, alors sur ce sujet de l'hôpital de la santé qui concerne tous les Guyanais, il faut quand même qu'on se rende compte quand même qu'il y a beaucoup d'ambivalence. Je m'explique. Nous sommes des Français. Et aujourd'hui, les Outre-mer en général ont quelqu'un qu'on nomme le ministre des Outre-mer. Et nous sommes Français. Ce ministre des Outre-mer, le budget des Outre-mer, c'est-à-dire si on a besoin de faire l'hôpital, on doit piocher dedans, etc., etc. Pour tous nos besoins, nous devons piocher dedans. Tant que nous aurons, il faut que la population le sache, un ministre des Outre-mer, c'est-à-dire un budget de l'Outre-mer, cela s'appelle de la discrimination. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on ait un budget de l'Outre-mer. Si nous sommes vraiment des Français à part entière, nous devons avoir le même service de santé qu'en France, comme les gens appellent la métropole. Bien que ce soit un terme colonial, je dis en France. Il faut que nous ayons la même offre de santé. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on ait une offre de santé à la Guyanaise. Bien, bien. On passe à la prochaine question, justement, qui va vous permettre, je l'espère, de vous différencier. Alors, le timing quand même, je dis simplement à Armand Achille, vous avez moins de temps que tous les autres candidats. Bon, c'est moi qui ai le moins parlé. Bon. C'est bizarre. Et Gabriel Serville aussi, bon, c'est un peu normal, il a répondu à tout le monde. Je viens avec pas de complotisme, tout est enregistré et chronométré. Vraiment, rassurez-vous à ce niveau-là. Dernière question. La rediffusion. Je suis un électeur. Que pouvez-vous me dire pour que je vote pour vous et que je ne vote pas pour tous ceux qui sont autour de cette table? C'est quoi la marque de fabrique Michel Kwame? Alors, ce que je peux dire à cet électeur, c'est qu'il observe l'échiquier, qu'il constate qu'il y a 11 personnes qui se sont présentées à la préfecture pour être candidats et qu'il y a 10 personnes qui sont, sauf avis contraire, de sensibilité de gauche. Et une personne, droite, divers droite, et un candidat de cette sensibilité-là, et qu'aujourd'hui, il y a lieu de favoriser l'alternance, parce que des décennies d'une même vision, ce n'est pas bon pour un pays, parce que ça crée de la pensée unique. Ça fait, on se repose sur ses lauriers. Finalement, on suit le mouvement. On est parfois dans la soumission, on est dans la docilité, et on est dans le conformisme. Aujourd'hui, on s'aperçoit que 10 candidats de gauche, il faut du renouvellement.
Il faut du renouvellement dans la manière de voir les choses. Il faut dire, par exemple, que l'écologie, c'est important, la biodiversité, c'est important, mais l'industrie, l'économie, les performances économiques, c'est important. La sécurité... C'est qu'en tant que député, il faut être dans un groupe. Voilà, de droite, indubitablement. Les LR, certainement, ils me soutiennent. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. On sait que la question de l'autorité, c'est une question que la droite considère avec beaucoup de poids, parce que c'est ce qui est à l'origine de l'éducation à l'école. C'est ce qui est à l'origine aussi de la sauvegarde de la sécurité. Donc voilà ce que je dirais à cet électeur-là s'il me posait la question. Très bien, Joël Prévost-Madère. Pourquoi vous et pas les autres? Écoutez, déjà c'est la population qui le dira, mais en tout cas ce que je mettrai en avant, c'est mon habitude de travailler mes dossiers de façon technique. Dans certains cas, ça m'est parfois reproché, mais je crois que la situation de ce territoire, les besoins de la population, du peuple de Guyane, dans tous les domaines, je vous ai parlé de sécurité, sécurité physique, sécurité sanitaire, sécurité économique, sécurité éducative, sécurité culturelle également, parce que c'est la culture qui permet la cohésion de tous ceux qui vivent sur ce territoire. Et j'en passe encore. On ne peut pas continuer à rester sur ce territoire sans avoir pu assurer cette sécurité. Et parce que je veux être la candidate du rassemblement, donc je m'adresse effectivement à cette population, à ce peuple, et je lui dis que je mets en avant l'amour que j'ai des autres, et surtout ma compétence et ma volonté de travailler et de monter les dossiers comme il se doit pour que nous soyons entendus et que nous n'ayons pas besoin de passer systématiquement par la rue. Vous dites souvent que vous êtes une femme de dossier. C'est important d'être technicien, personne de dossier pour être député. Je crois que le résultat, l'absence de résultat jusqu'à ce jour le prouve si besoin en était. On a besoin d'avoir des dossiers bien montés, bien ficelés, pour que nous puissions argumenter et que nous puissions être entendus. Très bien. Oui, alors, je voudrais quand même répondre à M. Kwame. Il disait qu'il y a... Allez-y, ensuite, Armand Achille, allez-y. Il disait qu'il y avait... nous étions 11 et qu'il y avait 10 de gauche, je crois. Il me semblerait, M. Kwame, excusez-moi, oui, il a dit je ça. ne vous ai jamais dit que j'étais de gauche. Alors... Pour poursuivre, maintenant pour répondre à cette question. Alors dites-nous, puisque vous l'interpellez. C'est quoi la marque Sylvio Letta? Vous êtes à gauche, vous êtes à droite? C'est simplement pour lui dire que je n'étais pas un homme de gauche. D'accord. Alors pour répondre à la question... Non mais vous êtes de quelle tendance? Puisqu'il y avait une question de gauche, moi je dirais que je veux être le député... Attendez, vous interpellez Michel Kwame. Du coup, les téléspectateurs et les électeurs veulent savoir. A dit une contre-vérité. Alors, je vous pose la question. Obligé aujourd'hui. Vous avez un suppléant du Front National. Sylvio Letta. On vous pose la question. C'est deux questions. Alors. Vous êtes. Oui, je vous pose la question. Vous êtes plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt au centre. Qui vous dit dans la première question, je ne vais pas répondre à celle-là justement. Très bien. Voilà. Votre suppléant est du Front National. Hein. Je confirme. Très bien, allez-y. C'est M. Jérôme Marbourg. Donc, pour répondre à la question du député, pourquoi moi, pas les autres? Je veux être un député, parce que c'est une élection nationale, qui défende tout d'abord la France. Pourquoi? Parce que c'est le système qui veut. C'est une élection nationale, on n'a pas encore parlé de la France, il faut qu'on parle de la France, puisque aujourd'hui nous sommes Français, qu'on le veuille ou non, même si nous avons énormément de difficultés, même si la France ne nous considère pas aujourd'hui, c'est une vérité, mais je pense qu'on doit défendre la France puisque nous sommes dans ce système. Parce qu'il faut rappeler quand même que nos parents sont morts pour la France lors des 2 dernières guerres. Donc, cette France, nous devons la défendre. Parce que si nous avons une France forte, on peut avoir une Guyane forte. Mais il faut des députés de poids quand même, des députés qui ne sont pas des béni-oui-oui. C'est-à-dire, une fois qu'on a parlé, une fois que le gouvernement a parlé, je veux justement être un député qui aille et qui défende les êtres humains. Parce qu'aujourd'hui, en Guyane, on voit que la Guyane n'est que dans des parcs. La Guyane, c'est un grand parc. Donc aujourd'hui, je veux qu'on reconnaisse qu'il y a des gens qui vivent en Guyane. Ils ont besoin de manger, ils ont besoin de vivre. Donc, le député, je vais siéger. On essaie de vous suivre, mais c'est pas si simple que ça, mais allez-y. Non, mais je vais siéger à l'Assemblée nationale auprès de tous les groupes qui disent la France avant tout.
Aujourd'hui, les Français sont décriés, les Français souffrent, et il y a une politique qui écrase, surtout la politique Macron, qui écrase le peuple de France. Maintenant, à l'échelon local, puisqu'on doit défendre la Guyane également à l'échelon local, je veux être ce député, puisque nous avons tous un constat que nous voulons tous le bien-être de la Guyane. Ce député, dès qu'il arrivera à l'Assemblée nationale, il va déposer ce qu'on appelle une QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Pourquoi? Pas parce qu'il est un surhomme, simplement pour permettre à la Guyane. Parce que la QPC va permettre d'annuler le statut que nous avons, qui ne nous apporte rien. Ne lâchez pas l'affaire sur ça. Puisque la rue nous a démontré que ce statut n'a... Parce que, imaginez-vous, un statut qui a à peine un an, déjà les gens n'en veulent pas. Alors, moi, je déposerai une QPC pour... Très bien. Mais tout de suite. La QPC, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Par contre, où je m'étonne, c'est que M. Serville, qui était député, ne l'a pas fait. Mme Taubira, qui était ministre de la Justice de la France, ne l'a pas fait. Gabriel Serville est encore député. Moi, je voulais dire une député chose. sortant, mais député. Moi, je considère que les élus, ils n'ont pas simplement une obligation de moyens, ils ont une obligation de résultat. Et l'objectif d'un élu, c'est améliorer le cadre de vie et les conditions de vie de ses concitoyens, quel que soit le niveau où il se situe. Et on peut tous faire ce constat-là. Les 5 dernières années, puisque c'est la mandature législative, le cadre de vie et les conditions de vie des Guyanais se sont détériorées. Mais non, mais j'ai déjà terminé. Mais parce que je vous ai dit qu'il vous restait 30 secondes. Alors, ce que je veux dire, si les Guyanais doivent faire un choix, c'est celui de la pertinence vous aurez 30 secondes tout à l'heure. Et de la cohérence. Très bien. La rétrocession du foncier, c'est Armand Achille qui va se battre pour elle. Armand Achille, c'est le foncier. Vous aurez votre conclusion tout à l'heure. La gestion de nos ressources, non mais ce n'est pas la conclusion, c'est Armand Achille qui va se battre. Oui, mais vous n'avez plus de temps. Et gérer nos affaires, c'est-à-dire faire en sorte que la gouvernance passe de Paris à la Guyane, c'est Armand Achille qui va le faire. Parce que c'est très bien, Armand Achille. On a bien compris. Gabriel Serville. J'aurais aimé rectifier le tir. Vous vous rappelez de la question quand même de Fabrique Serville par la deuxième mandature. Je m'en souviens, mais je vais quand même rectifier le tir en disant à M. Armand Achille que ce que nous avons vécu durant ces 5 dernières années, c'est le résultat de ce qu'on a planté durant les 10-15 années précédentes. Auquel le PSG a fortement vous pouvez pas répondre. C'est un débat. C'est vrai, parce que c'est pas un monologue après l'autre. Ce n'est pas l'absence de travail et l'absence d'implication du député Serville qui est arrivé en 2012 qui a entraîné la dégradation de l'économie guyanaise que nous constatons aujourd'hui. Alors moi, je ne vais pas m'adresser aux candidats à cette élection, je vais m'adresser aux électeurs parce que j'ai un petit bilan que je vais dupliquer et distribuer dans les jours qui viennent, dans lequel je vais dire à la population, voilà le fruit du travail que j'ai accompli pendant ces 5 ans, avec détermination, avec engagement, avec rigueur, avec sérieux, et l'augmentation du chômage, je vous ai déjà dit que c'est vous qui l'avez préparé à vous. Et donc, je vais présenter il vous reste 30 secondes dans lequel je parle de mon engagement au niveau de l'éducation, au niveau de l'économie, au niveau de la santé, au niveau de la sécurité, parce que je pense que les Guyanais m'ont vu à l'œuvre, au niveau de la crise migratoire, j'étais quasiment le seul à en parler, contrairement à ce qu'a dit dans un journal le collègue Kwame. Et donc la vérité se fera, la vérité se saura, parce que je prendrai le temps de l'expliciter pour éviter que les gens ne pensent que il n'y a que des élus en Guyane qui ne travaillent pas. Il faut qu'on cesse avec cette pensée unique qui nous dessert auprès du gouvernement. Il n'y a plus de temps. Farouk, les 30 dernières secondes. 30 dernières secondes pour chacun. Alors, il vous reste vraiment 30 secondes, monsieur Achille, je vous regarde. 30 secondes pour faire un peu votre profession de foi, sans interruption, s'il vous plaît, les uns et les autres. C'est moi qui commence? Allez, monsieur Achille. Allez-y. J'aurais préféré que ce soit le même ordre, mais bon, je vais commencer ensemble. Vous savez... Parce que si vous parlez plus, on laissera un peu plus de temps. Allez-y. Vous savez une chose, et je vais le dire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Matoury est une ville qui est importante pour la Guyane. C'est une ville de 40 000 habitants. Par sa population, après Cayenne et Saint-Laurent, c'est la ville la plus peuplée. Matoury a fait confiance à Gabriel Serville pour conduire la municipalité pendant 5 ans, 6 ans, jusqu'en 2020, de 2014 jusqu'en 2020. Lorsque M. Gabriel Serville se présente à la députation, il met en péril
la conduite des affaires de la ville de Matoury. C'est bon pour moi, ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans la propre majorité... Et c'est pour conclure après. 30 secondes. 30 secondes, c'est passé. Dans la propre majorité de M. Gabriel Serville, vous avez 4 prétendants au poste de maire. Et il y en a à côté également. Il n'a pas fait le même choix que M. Georges Patient, qui a désigné son successeur. Très bien, c'est pas les municipales. Oui, non, mais justement, moi ce que je... Vous n'avez même plus le temps. Pourquoi il ne faut pas voter pour Gabriel Serville, il faut voter pour moi? Parce qu'il y a un certain nombre d'actions à faire encore très bien à Matoury, et il ne peut pas abandonner Matoury dans une guerre de succession qui aura des conséquences très bien. Merci Armand Hachid. Je suis désolé, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Joël Prévost-Madère. 30 secondes. 30 secondes. Bah, écoutez, en fait, comme j'ai eu à le dire, je vais mettre en avant mon côté maman, mère de 4 enfants, femme, déterminée, battante, persévérante, qui a pu déjà démontrer au travers de certains dossiers, sans avoir de poste, donc sans être une élue, donc qui a pu démontrer que lorsqu'elle porte une problématique, elle la porte jusqu'au bout. Et d'ailleurs, c'est bien dommage que lorsqu'il y a un élu, justement, en poste, il ne poursuive pas et ne termine pas l'action qui a commencé par quelqu'un donc, qui n'a pas cette possibilité. Donc, ce que je mets en avant pour que vous, population de Guyane, fassiez ce choix de voter effectivement pour moi, c'est que j'assisterai toujours sur... Quoi, c'est terminé? 10 secondes, allez-y. Bon, donc j'assisterai toujours sur le bonheur, sur votre bonheur, sur le bonheur de tout un peuple, le peuple de Guyane, qui est bien constitué de plusieurs composantes culturelles et qu'il est absolument nécessaire pour que nous puissions nous en sortir, pour que nous puissions aller de l'avant. Il est absolument nécessaire que vous puissiez mettre à ce poste quelqu'un qui vous aime. Très bien. Silvio Létard. Oui, alors, je vais utiliser mes 30 secondes pour montrer aux électeurs cette couverture de ma profession de foi. Ça sera l'affiche également. Pourquoi? Parce que nous avons tous des envies pour la Guyane. Nous avons tous envie que la Guyane rêve, que les électeurs rêvent, que les Guyanais en général. Moi, je veux être le député de la Guyane tout entière. Parce que vous avez vu, sur cette affiche qui sera affichée dans toutes les rues de Guyane, surtout de la première circonscription, vous allez voir, il y a un mot QPC. Même si vous ne savez pas c'est quoi ce mot QPC, question prioritaire de constitutionnalité, ça veut dire que ce mot, c'est le mot clé. C'est-à-dire c'est un mot qui va permettre de nous asseoir tous autour d'une table une fois qu'on aura annulé ce statut qui ne nous amène à rien. Et puis là, vous allez tous s'asseoir autour d'une commission populaire pour négocier tout ce qu'on veut pour la Guyane, pour le bonheur de nos enfants. Merci Monsieur Létard. C'est à vous, Gabriel Serville. Électrices et électeurs de la première circonscription de Guyane, il y a ceux qui disent ce qu'ils feront. Moi, je vous dis ce que j'ai déjà fait. Et c'est pour cette raison que je vous demande de renouveler avec moi ce pacte de confiance que nous avons signé en 2012. Avec foi, avec détermination, avec engagement, aux côtés de Karine Sinaï-Boussou, ma suppléante, femme, jeune, artiste, chef d'entreprise, engagée, militante. Nous allons tout faire pour faire en sorte que l'État respecte ses engagements vis-à-vis de la Guyane, pour faire en sorte que l'État respecte les engagements que nous avons signés le 21 avril. Nous allons tout mettre en œuvre pour pouvoir améliorer l'offre de soins et faire en sorte que nous soyons capables de présenter à notre jeunesse un avenir qui soit plus désirable. Faire en sorte que nous soyons tout simplement plus heureux sur ce territoire. C'est avec vous que nous allons pouvoir le faire et je vous en remercie d'avance. Merci beaucoup. Alors effectivement, il y en a qui avaient un temps plus court et plus long. Donc vous avez un tout petit peu plus de temps, Michel Kouami, parce que il y a du temps à rattraper. On veut respecter les règles du CSA. Combien de temps? Vous avez 1 minute. D'accord, je vous en remercie. Nous avons une belle identité, c'est celle d'être des Guyanais et des Français. Cela nous s'imprègne de cette diversité, mais le tient par un ciment, cette cohésion sociale. Et ce ciment,
c'est aussi la mesure de l'égalité qu'il y a entre le citoyen vivant sur le sol guyanais et le citoyen vivant sur le sol métropolitain. Ses chances de survie lorsqu'il est hospitalisé doivent être les mêmes que lorsqu'il est ici ou ailleurs. Cette belle diversité-là, elle nous impose d'être performants. J'ai croisé ce matin dans les studios de Radio Pays Ludovic Ball, c'est un sportif guyanais qui est enfant du pays, évolue au plus haut niveau en métropole. Et on demandera au député qui sortira des urnes d'être performant, à l'instar de ces footballeurs qui nous donnent finalement, qui nous servent de modèle, d'être performant lorsqu'il y aura ces arbitrages qui diront voilà quels seront les choix. Et ces choix-là sont faits dans des structures politiques en étant accompagné avec mes compagnons des LR ici localement, l'UDI, et ces structures politiques qui sont là pour dire qu'au plus haut niveau, on doit être combatif et on doit être structuré. Très bien, merci Michel Kwami. Merci à tous. Merci aux 5 candidats d'avoir participé à ce débat, notamment sur votre émission Réponse, pour se donner rendez-vous donc la semaine prochaine. Joël Prévost-Madère, Gabriel Serville, Violetta, Armand Achille et Michel Kwami, merci beaucoup d'avoir participé à notre débat sur ATV Guyane. Rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine pour les candidats de la seconde circonscription, même format, 2 débats. Un tirage au sort qui est transparent. Donc, merci d'avoir suivi cette émission. À la semaine prochaine, les amis. Et avant, on n'oublie pas aussi vos rendez-vous, Farouk Amri, les face-à-face avec les candidats également, 2 par soir, c'est ça? Exactement. Exactement. Donc, les 18h30. Et c'est tous les soirs, donc dès demain également. Rendez-vous pour les face-à-face avec Farouk Amri et rendez-vous la semaine prochaine pour les candidats de la 2e circonscription. Toujours avec 2 débats. Passez une excellente soirée sur ATV Guyane. On salue également les auditeurs de Radio Pays qui ont pu suivre cette émission en direct sur la radio. Et on salue également les internautes qui ont suivi ce débat sur le Facebook Live d'ATV. Excellente soirée. Merci. Et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bonsoir. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez RANC